Journaliste, écrivain, historien, il est l'un des grands intellectuels français. Il est également le refondateur d'un salon littéraire qui fonctionne depuis 17 ans, La Forêt des Livres, qu'il fait chez lui en Touraine. J'ai le grand plaisir de recevoir en cette première partie d'émission Gonzague Saint-Brie. Bonjour. Bonjour. En deuxième partie d'émission, nous accueillerons sur ce canapé rouge de VIP Patrice Rouanette, que vous connaissez bien, parce qu'une fois n'est pas coutume, la deuxième invitée, c'est vous qui l'avez amené. Et Patrice Rouanette est le cofondateur de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc on aura le temps de discuter avec lui pendant toute la deuxième partie de l'émission. Gonzague Saint-Brie, j'ai envie de parler d'une actualité encore assez récente. C'était la 17e édition de La Forêt des Livres. Un gros succès. 60 000 personnes qui viennent au soleil, sous ces grands arbres majestueux, rencontrer des auteurs en toute simplicité. C'est bien le concept, finalement. Tout à fait. C'est un village de 150 habitants où on reçoit 150 auteurs. On a 30 communes associées et on a 60 000 visiteurs dans la journée. C'est un public de concert pop pour une signature de bouquin, si bien que la presse anglo-saxonne a dit que c'était le Woodstock de la littérature. Et c'est vrai que c'est entièrement gratuit, ouvert à tous, et je crois que ça fait partie des très belles choses de la vie, c'est de partager ce qu'on a de plus précieux. Et moi, ce que j'ai de plus précieux, c'est la culture. Oui, voilà, c'est ce que je disais en introduction, homme de culture aussi. Donc là, on peut voir des images du public sous le soleil, lunettes de soleil, ces grands arbres verts magnifiques qui rencontrent les écrivains. Je crois qu'une des caractéristiques, il y a la gratuité, comme vous le disiez. Il y a aussi la grande simplicité, finalement, que les écrivains soient connus ou moins connus. Finalement, le côté « on est sous les arbres », simplifie complètement les rapports. Et puis on veut aussi faire la promotion de ceux qu'on appelle les écrivains indépendants, parce que vous savez que la France est redevenue un grand pays littéraire. D'ailleurs, ça, c'était aussi le village des éditeurs MAM, qui étaient des éditeurs catholiques, qui faisaient des catéchismes, les missels fédères. Et en France, il y a un phénomène. Il y a 7 millions de Français qui écrivent, il y a 15% de Français qui écrivent leurs journaux intimes, et il y a 10% de Français qui griffonnent pendant leurs loisirs. Et bien sûr, ils ont leur place à la Forêt des Livres. Est-ce que c'est vrai qu'à chaque édition, vous faites une messe pour les auteurs disparus ? Oui, et en général, c'est l'abbé de la Morandais qui donne cette messe dans la chapelle du village de Chanceau. Et en fait, on ne veut pas que ceux qui sont décédés disparaissent. Et on baptise tous les arbres de l'allée des Platanes de Chanceau-près-Loche avec nos amis écrivains disparus. Alors ceux de l'année Ceux de l'année d'avant. Oui. Donc là, on a perdu Moebius, le grand dessinateur de bande dessinée. L'année dernière, c'était Bernard Giraudot. On a perdu Robert Sabatier aussi cette année. Oui, mais il n'était pas venu à la Forêt des Livres. Donc, c'est ceux qui sont venus à la Forêt des Livres. Voilà. Ah oui, il y a une sélection. Voilà. D'accord. Ça se passe comme ça. Et donc, on maintient comme ça le souvenir tout en transmettant la culture. C'est bien ce que vous essayez de faire. Puis à travers vos ouvrages aussi, Gonzague Saint-Brie, parce que beaucoup de vos ouvrages, alors là, on va parler de deux qui sont sortis de cette année et d'un qui s'apprête à sortir, c'est toujours ce partage de la culture. Je prends celui que j'ai sur les genoux. Une biographie de Rosa Bonheur, qui a obtenu le prix Geneviève Moll 2012 de la biographie. Bravo à vous. Voilà, c'est l'envie de faire partager votre passion pour la culture côté peinture. Voilà. Ça, c'est une femme exceptionnelle, très peu connue, avec un nom magnifique, oui. Rosa Bonheur. Elle s'habillait en homme, elle peignait des animaux. Elle a 2 tableaux célèbres, l'un qui est au Metropolitan Museum de New York, qui s'appelle le Marché aux chevaux. Il y en a un autre qui est à Orsay, qui est Labourage Nivernais. Et c'est une femme libre. J'ai sous-titré le livre « Liberté et son nom ». D'abord, libre d'être une artiste, qui n'était pas évident à l'époque, libre dans ses mœurs, dans sa vie, dans ses croyances, et aussi dans son amour de la campagne, de la nature. Elle peignait des chevaux, des bœufs. Des lapins. Oui, elle a même peint Buffalo Bill quand il est venu avec ses tentes d'Indiens dans la plaine de Neuilly pour l'exposition universelle. D'ailleurs, il y a même un chapitre, un des derniers chapitres, qui est intitulé Buffalo Bill, je vais vous dire exactement, Rosa Bonheur et son double masculin, Buffalo Bill. Voilà. Et d'ailleurs, Buffalo Bill a emporté ce tableau en Amérique, dans sa ferme américaine, et quand la ferme a brûlé, il a dit « Sauvez le Rosa Bonheur ». Alors, il faut être un peu forcément amoureux de ces personnages pour les côtoyer autant de temps. C'est très très long de faire une biographie, d'aller chercher la documentation, de la rédiger, d'essayer d'être fidèle tout en gardant son style à soi. On se trouve des liens, des affinités, j'imagine, avec ces personnages-là. Vous savez, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que
c'est que les gens qu'on traite dans les biographies sont contents. Ils sont là-haut, et l'autre jour, et ils sont contents qu'on s'occupe d'eux. Vous voyez, moi, j'ai ressuscité Lafayette. Eh bien, quand je me mets en face de sa statue, il est quand même content. On parle de lui. Il n'est plus là. La statue vous sourit ? Oui, il y a un sourire. Et l'autre jour, j'étais dans le musée d'Angers, le musée David d'Angers, et à un moment, j'ai regardé, il n'y avait plus personne dans la salle, et je vois le buste de Balzac. Je l'ai couvert de baisers. Il était vous avez content. fait un Balzac, oui. Vous savez, les mortels sont toujours là. Et ça, c'est une chose merveilleuse. Et en fait, quand on fait une vraie biographie, on finit par connaître et par présager les réactions de ces personnages. On est dans la rue derrière eux et on dit non, il va tourner la deuxième à droite. Eh bien, il tourne à la deuxième à droite. Et alors, Victor Hugo, il prend la première ou la deuxième à gauche ? Alors, Victor Hugo, il a commencé par prendre la première à droite avant de prendre la première à gauche. C'est ça. Parce qu'il était bleu, blanc, rouge. Il est royaliste au début, il est républicain à la fin. Et il est surtout l'homme qui nous donne le secret du bonheur. Lire, c'est voyager. Et voyager, c'est lire. Alors, si je parle de Victor Hugo, c'est pas un hasard, Gonzague Saint-Brie, parce que lui avait également consacré un ouvrage, c'est-à-dire que vous avez fait toute une route avec lui, vous l'avez suivi partout, en exil, à Guernesey, vous l'avez suivi dans ses pensées aussi, avec ce magnifique portrait de Victor Hugo, évidemment, qu'on connaît bien, en tête-à-tête avec Victor Hugo. Là, ce sont vraiment deux amoureux de la lecture et de la culture qui se parlent. Tout à fait. Et puis, alors, un ouvrage à venir. Alors, cette fois-ci, on change complètement de catégorie. On oublie la peinture, on oublie la littérature, on rentre plutôt, on va dire, en politique. Il s'agit de Louis XVI. Alors, qu'est-ce qui vous a... Louis XIV, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, cette fois-ci, faire route avec Louis XIV ? J'ai fait une trilogie. J'avais déjà fait le portrait de François Ier et la Renaissance, et le portrait de Henri IV et la France réconciliée. Et maintenant, c'est le portrait de Louis XIV et du grand siècle. Et j'ai voulu montrer le contraire de ce qu'on croit. On croit que Louis XIV est un mégalo, alors qu'en fait, c'est un type qui joue collectif avec tous les artistes de son temps. On croit qu'il est petit et dressé sur ses ergots et ses talons rouges, alors qu'il mesurait 1,84 m. Et on croit que c'est un type qui est totalement sûr de lui, alors qu'il avait beaucoup de doutes et qu'il était toujours attentif aux autres. Donc je fais le portrait du plus long règne de France, celui de Louis XIV, et qui avait aussi, bien sûr, des rapports avec la religion qui étaient importants. On peut citer l'éditeur pour Louis XIV ? C'est les éditions Télémaque. Les éditions Télémaque, voilà, je ne l'avais pas dit. Ça vous plaît, ça, finalement, de changer le regard qu'on peut avoir sur des personnes très connues ? Je pense tout de suite à Michael Jackson, que vous avez fréquenté de près, qui avait demandé à vous rencontrer, en fait, lors de sa tournée africaine. C'était en 92, hein. Et j'aimerais qu'on en parle un petit peu, parce que vous avez une image de Michael Jackson qui est sans doute très éloignée de la mienne et de celle qu'on peut avoir d'une manière générale du roi de la pop, décédé l'année de ses 50 ans. Tout s'est déclenché parce que je faisais une tournée de conférences aux États-Unis. Il y a 40 villes, 7 comtés, une montagne qui s'appelle Lafayette. Je faisais des tournées de conférences. Et donc, l'émission la plus importante des États-Unis, qui s'appelle Good Morning America, m'invite à venir. Donc, je parle de tout ce qui m'intéresse. Je venais de sortir un DVD sur Léonard de Vinci. DVD d'ailleurs, ça veut dire Da Vinci Divine. Et donc, je parle de Léonard de Vinci à la télévision américaine. Et il y a quelqu'un qui est levé, qui est debout, parce qu'il ne dormait presque pas, qui est Michael Jackson, il est 7 h du matin. Et il dit autour de lui, on me l'a rapporté après, « This man, he mesmerized me ». Il m'a époustouflé, il m'a épaté, je veux le connaître. Donc, je suis rentré en France et on me fait savoir que je suis invité à rejoindre Michael Jackson, qui vient en Afrique, qui veut retrouver ses racines, qui va tourner un film qui s'appelle Back to Africa, Back to Eden, ça veut dire Retour à l'Afrique, Retour au paradis. Retour au paradis, et que ça se passe au Gabon. Donc je vais à Libreville, j'atterris à Libreville. Un peu surpris déjà par l'invitation, j'imagine. On n'est pas tous les jours invité par Michael Jackson non plus. Alors j'étais à ce moment-là dans le groupe Philippe Aki, donc j'ai dit à Paris Match que je pouvais faire une interview de Michael. J'arrive là, le soir, donc on me dit, vous montez dans la Cadillac Cacao à toit ouvrant, il va arriver tout à l'heure. Il arrive dans la Cadillac, il sort par le toit, la voiture roule le long de l'océan jusqu'à Libreville. Le soir, je dîne en tête-à-tête avec lui, et le lendemain, nous descendons le fleuve Ogoué. Il ne me parle
que de Michel-Ange. Il a obtenu la permission du pape d'être enfermé dans la chapelle Sixtine pour regarder les fresques de Michel-Ange. Il ne me parle que de Léonard de Vinci. Et il avait aussi une passion pour The Sun King, Louis XIV. Alors, on descend le fleuve Ogooué. À un moment, il y a des pygmées, on est dans la brousse, qui arrivent en dansant. Et Michael est assis sur un tabouret dans la brousse. Moi, je suis debout à côté de lui. Et ils arrivent en dansant devant Michael, qui ne bouge pas. Et quand ils sont à 1 mètre, Michael se met à danser en restant assis. Et les conversations, c'était inouï. Il me prend par le bras à un moment, sur le fleuve, au milieu des crocodiles. Il me dit, est-ce que c'est vrai que Louis XIV a perdu tous ses cheveux à l'âge de 20 ans? Yes, of course, Michael, it's true. But how do you know it? Bien sûr, Michael, c'est vrai que Louis XIV a perdu tous ses cheveux. Il s'est mis à porter des perruques. Mais comment tu le sais? Réponse de Michael, it's Diana. Mais là où il m'a le plus surpris... It's Diana? C'est Diana, oui, je dis d'accord, mais laquelle? Oui. Alors, c'était Diana Ross qui lui avait fait toute sa culture. Il connaissait tout sur la peinture. Et à un moment, il m'emmène chez les Pères Blancs, dans la brousse, dans la forêt. Et c'était merveilleux de voir. C'était un séminaire qui s'appelle San Quisito. Et il y avait tous les enfants, évidemment, qui étaient ravis de voir Michael. Moi, je n'ai jamais cru à toutes les accusations, parce que je n'ai pas cessé de le voir avec des enfants, qu'on a faites contre lui. Et là, j'ai entendu parler de Jésus par Michael Jackson, comme je n'ai jamais entendu parler de Jésus. Il a notamment dit « J'ai eu la joie d'accepter Jésus-Christ dans mon cœur comme mon sauveur personnel. Il m'a pardonné, a soulagé mes souffrances, a changé ma vie. » Alors ça, on peut retrouver ces anecdotes-là et bien d'autres dans un livre que vous avez écrit sur Michael Jackson, Au paradis avec Michael Jackson. Et il y a sa photo avec les Pères Blancs. Ah oui, effectivement, très au milieu émouvant. du livre. Lui en rouge avec son éternel chapeau noir, effectivement, et avec les Pères Blancs. Michael Jackson proche de Jésus, moi j'en avais jamais entendu parler, donc c'est intéressant de vous entendre, vous, Gonzague Saint-Brie, le citer et citer cette aventure qui date de 1992. Vous aviez gardé des contacts après? Je l'ai revu après à Moscou, où il était très malheureux, il a donné un concert. Puis je l'ai revu en France, parce qu'il voulait acheter un château en France et élever son premier fils en France. Et finalement, ça s'était fait? Le château en France Je explique tout ça. Ça ne s'est pas fait de justesse. D'accord. Je vois autour de votre cou plusieurs médailles, Gonzague Saint-Brie, toutes plutôt argentées. Il y a une croix, il y a un ange, la troisième, je ne la vois pas bien. Alors, en fait, si vous voulez, ça m'est venu de les porter, parce que j'aurais pu les porter depuis l'enfance, puisque j'ai été élevé chrétiennement. Mais en fait, ça vient depuis 2-3 ans. Un jour, j'ai lu un sondage comme quoi les personnes les plus persécutées au monde, la religion la plus persécutée au monde, 75% des persécutions actuellement dans le monde s'adressent aux chrétiens. Donc je me suis dit, maintenant il faut prendre parti, donc il faut porter les insignes de ce qu'on croit. Et je trouve que ce qu'a dit le pape dans son dernier voyage au Liban est très intéressant. Il a dit « Je suis contre tous les fondamentalismes, y compris le fondamentalisme chrétien. » Donc, voyez-vous, nous sommes quand même, nous avons toujours été la religion de la tolérance, peut-être celle qui est la plus tolérante. Il a dit aussi quelque chose de formidable, parce que c'est un homme très intelligent, moins communicant que son prédécesseur, auprès duquel il était, mais quand même un grand théologien. Il a dit « La laïcité est en train de devenir une religion. » Et c'est vrai que cette obsession de la laïcité, c'est comme une secte. Il faut être laïque, alors qu'on a le droit d'aimer, de croire, de pratiquer la religion que l'on veut. Et je trouve qu'on est dans cette fin du XXIe siècle et cette fin du XXe, ce début du XXIe, très injuste avec les catholiques. Par exemple, on n'arrête pas de parler des opérations humanitaires, mais on ne parle pas. Les catholiques sont très modestes. On oublie les petits frères des pauvres, on oublie le secours catholique, on oublie les orphelins d'Auteuil, on oublie ces catholiques qui depuis des siècles, font le boulot
de l'humanitaire depuis le XIIe siècle, qui ont des hospices, qui reçoivent les gens sans adresse, sans domicile fixe, qui font la charité. Mais qui ne crient pas sur les toits, c'est ça que vous voulez dire. Et qui ne crient pas sur les toits. Par exemple, à votre avis, qui a inventé les restaurants du cœur? J'ai envie de répondre Coluche, mais je sens que ça va pas être ça. Bravo, saluons Coluche, qui était un type formidable. Je sens que ça va pas être ça. Mais avant lui, à un moment, en France, dans l'histoire de France, il y a eu un roi qui s'appelait Louis XVI, qui était vraiment, qui s'est battu pour les Juifs, pour les protestants, pour les Noirs, avec Lafayette. Un roi humanitaire, on peut le dire, puisqu'il aurait suffi qu'il fasse un bain de sang pour rester roi, il a préféré passer à la casserole. Eh bien, Louis XVI, à un moment, il y a une famine dans Paris, et avec un froid terrible. Eh bien, il crée les restaurants du cœur. Il met des tables dans toute la ville avec de la viande chaude et il fait des fontaines de vin. Et donc l'ancêtre des Restos du Cœur de Coluche, ce sont ceux de, Absolument. ce sont ceux de Louis XVI. On apprend toujours plein de choses en vous écoutant, Gonzague Saint-Brie. Je voudrais revenir au port de ces médailles, qui est le témoignage extérieur d'une foi intérieure, si on a bien compris. D'un seul coup, il y a 2-3 ans, vous décidez de la mettre à jour. Ça a changé quelque chose dans votre vie quotidienne, dans votre manière de faire les choses, de travailler, de rencontrer les gens? Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Et si on me fait une réflexion sur ça, ça m'arrive assez souvent, je peux expliquer. Je donne une information. Saviez-vous que 75% des persécutions s'adressent aux catholiques? Ça, les gens ne savent pas. Sondage. Ouais. Vous avez été élevé, vous nous l'avez dit, de manière parfaitement chrétienne, avec des exemples édifiants dans votre famille, aussi bien lointaine que plus proche, avec vos parents. Vous pouvez nous parler un petit peu justement de la manière dont vous avez été élevé? Alors, j'ai été élevé, je salue ma mère qui a 88 ans, mon père qui est décédé, qui était un héros de la guerre, qui était au bataillon de choc, qui était un diplomate français, un homme très bon. Il y a 2 mots que j'aime. Il y a 2 mots dont on a besoin. La compassion, et la bonté. Ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs. On est dans un monde où on explique que tous les mecs malins sont des salauds. On éduque les enfants. Les films, les salauds sont des mecs géniaux parce qu'ils ont pu faire sauter la banque et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est ce que veut dire la bonté. Je donnerai la totalité d'une œuvre que j'aime beaucoup, celle de Marcel Proust, la totalité de La Recherche du temps perdu, dont ça va être l'anniversaire en 2013, pour une phrase de Proust, qui est la plus belle phrase de la littérature et de la vie. Le comble de l'intelligence, c'est la bonté. Je la répète parce que vous devez la répéter. Le comble de l'intelligence, c'est la bonté. C'est presque une devise. Une devise de vie, enfin une ligne à suivre. Et dans ma famille, en fait, ce sont des exemples qui m'ont éduqué. La devise de la famille Saint-Brice, rien sans amour. Et mes grands-parents, Jean et Carmen Saint-Brice, pendant la guerre, 39-45, sont dans leur propriété en Anjou. Ils sont déjà dans la résistance. On leur amène des parachutistes qui sont tombés dans la nuit dans le coin. Des Anglais? Anglais. Ils les recueillent, ils les sauvent, ils les nourrissent et ils les mettent sur la route de Nantes pour qu'ils puissent repartir. Les grands-parents sont dénoncés, la Gestapo vient les chercher et ils meurent en déportation. Elle à Ravensbrück dans le camp des femmes et elle meurt très vite parce qu'elle donnait sa soupe à tout le monde. Et lui, battu dans la neige nue par les Allemands à Gross-Rosanne. Donc cet exemple écrasant de me dire est-ce que j'aurais été capable, je me le dis tous les jours, est-ce que je serais capable d'être comme eux? Est-ce que j'aurais fait aussi bien qu'eux? Et en plus de ça, ma mère et mon père, qui sont tous les deux de la Touraine, pendant la guerre, du côté de ma mère, il y avait un de ses cousins qui s'appelait Gonzague de Saint-Geniez et qui est mort aussi, lui, dans la Résistance. Et c'est à cause de lui que je porte ce prénom. Et le prénom d'un saint très intéressant, Saint Louis de Gonzague. Bien sûr. Qui pour le coup, n'est pas de votre famille. Pas du tout. Qui était donc le fils aîné du duc de Mantoue, Mantova, qui devait régner
Il avait tout pour régner, il avait la beauté, il avait le charisme, il avait l'intelligence, la vivacité. Mais il refuse de régner. Il refuse, il est le fils aîné, il refuse le trône de la principauté de Mantoue. Pourquoi ? Parce qu'il y a un truc qui vient de se créer, qui s'appelle la Société de Jésus. Et il veut être un des premiers à entrer dans la Société de Jésus d'Ignace de Loyola. Il est un des premiers jésuites. Et alors, il va s'occuper aussi des pestiférés. Et il va mourir comme ça parce qu'il s'est occupé des pestiférés. Et à un moment, il y a quelqu'un qui pose une question. On lui dit, mais par exemple, là, maintenant, là, si tu devais mourir dans 5 minutes, qu'est-ce que tu ferais ? Ben, il dit, mais je suis en train de jouer au ballon. Donc, si je dois mourir dans 5 minutes, je continue à jouer au ballon. On sent que c'est un exemple qui vous plaît, que vos deux prénoms se rattachent comme ça. C'est plus écrasant peut-être de porter, beaucoup les gens de votre génération portent le prénom d'un oncle ou d'un cousin disparu à la guerre, etc. Ça doit être un petit peu plus écrasant quand même à vivre en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent. Pas du tout. Plus tard en tant qu'adulte. Ah non, d'accord. Moi, je pense que ceux qui ont aimé sont immortels. Et si l'enveloppe physique que je suis peut servir à porter ce nom et l'immortalité de ce nom, tant mieux. Comment vous nourrissez cette foi qui vous habite depuis l'enfance, Gonzague Saint-Brie ? Est-ce qu'il vous arrive d'aller faire des retraites dans des monastères ou d'aller discuter avec tel religieux, tel prêtre ? Enfin, comment ça se nourrit ? À vrai dire, non. Mais ça se nourrit tous les jours par les contacts quotidiens avec tous les êtres. Vous savez, il y a 2 amours dans la vie. Il y a l'amour dont tout le monde rêve, que beaucoup de gens ont, qui est l'amour de l'homme pour la femme et de la femme pour l'homme. Ça, c'est le plus bel amour. Et les gens cherchent le bonheur. Mais attention, le bonheur, ça n'existe pas. Il faut que je vous prévienne. Ce qui existe, le mot « le bonheur » vient de la bonheur. Tout d'un coup, vous êtes assis avec des amis, vous êtes avec l'homme que vous aimez, vous buvez du vin, tout le monde est heureux. Tout d'un coup, il y a un moment, c'est fabuleux. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la bonne heure. Et après, on veut vous faire croire avec la pub que la bonne heure, elle va durer tout le temps et que ça s'appelle le bonheur. Non, ça n'existe pas. C'est la bonne heure. Donc il y a un amour qui est l'amour. Et puis il y a l'amour en général, qui donne tout autant de joie que l'amour en particulier. L'amour en général, c'est le garçon de café qui vous tend le café, vous le regardez, vous lui parlez, vous le considérez, il vous intéresse. Et dans la vie quotidienne, tout le temps, je suis, moi, en état d'amour, et ça me donne des joies immenses. Une sorte d'amour universel, en fait. Oui, je crois. On parlait des moments de bonheur, la bonheur plutôt que le bonheur, Gonzague Saint-Brie. Le dernier moment de bonheur que vous ayez vécu, c'était quoi ? Ou le dernier ou le plus marquant ? Alors, tout de suite, ça fuse. Alors, la bonheur, oui. C'était fabuleux. Le soir de la Forêt des Livres, on est 200 bénévoles. Donc, dernière édition, là, dernier week-end du mois d'août. 200 bénévoles. Francis Perrin reste avec nous. Il va faire un spectacle spontané. Les bénévoles sont là. Vous savez, c'est une telle tension, cette Forêt des Livres, c'est une telle préparation. Ouais, il y a 2 personnes à l'année qui travaillent pour ça. Il y a 200 bénévoles qui ont porté des tonnes de livres, qui ont mis des milliers de chaises. Et là, on se lâche, c'est le soir. Il est resté avec nous, Francis et sa femme. Il nous offre ce spectacle. C'est fabuleux. Oui, là, il était là pour son livre sur son fils autiste, Louis. Avec Gersande. Oui, voilà. Il est venu nous en parler dans cette émission. Ouais. Alors, nous entrons, Gonzague Saint-Brie, dans la deuxième partie de l'émission. J'ai annoncé au début que, très exceptionnellement, cet invité était le vôtre. Quand on vous a dit qu'il y avait un deuxième invité, vous avez dit tout de suite « Oh, il faut inviter quelqu'un, je sais de qui je veux parler, je sais de quoi je veux parler. » Donc, il s'agit du cofondateur de Mécénat Chirurgie Cardiaque. On connaît Francine Léca. On va faire connaissance avec Patrice Rouanette qui va rentrer sur le plateau de VIP, à qui vous allez faire une petite place sur ce grand canapé. Oui, bien sûr. Gonzague Saint-Brie, Patrice, venez nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. On n'arrivait pas les mains vides. Non, j'arrive pas les mains vides. Alors, vous avez écouté la première partie de l'émission ? J'ai écouté la première partie. Oui. Est-ce qu'il y a peut-être une phrase que Gonzague Saint-Brie a pu dire ou une idée particulière qui vous ont plus touché qu'une autre ou plus interpellé ?
D'abord, Gonzague interpelle. Gonzague interpelle que Gonzague, d'abord c'est un ami, et quand il parle, c'est à la fois un merveilleux écrivain, c'est un merveilleux conteur. Et Gonzague, en dehors de toutes ses qualités, il a une grande sensibilité, une grande attention aux autres. Et pour Mécénat Chirurgie Cardiaque que je dirige avec Francine, on a créé il y a 15 ans, et il est un fidèle du premier jour. Et c'est important, vous savez, les fidèles dans une association, il y en a peu, et il n'y en a pas beaucoup. Et je trouve que la fidélité, c'est quelque chose de très important. Alors, on va parler de votre rencontre, mais j'aimerais bien quand même la réponse à ma question. Qu'est-ce qu'il y a dans cette première partie d'émission qui a pu particulièrement vous interpeller parce qu'il a dit beaucoup de choses extrêmement intéressantes, profondes parfois. En tout cas, toujours, effectivement, il y a de l'appétit. Hein. On sent de l'appétit quand vous parlez Gonzague Saint-Brie, on a envie d'en savoir plus. Et qu'est-ce qui vous a interpellé plus particulièrement chez votre ami ? Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que chaque année, il fait un truc fantastique qui s'appelle la Forêt des Livres. La Forêt des Livres. Et la Forêt des Livres, moi, je trouve ça absolument exceptionnel. Il a monté ça avec rien, avec 3 bouts de chandelle, ce qui est souvent le cas du mécénat a été monté de la même façon. La Forêt des Livres, ça a été monté, quand il a monté au début avec rien, 3 bouquins, 2 trucs, 3 sous, etc. Et là, on dit la mayonnaise a pris, mais elle a véritablement pris parce qu'il s'est accroché, il a continué à le faire chaque année, le faire grossir, le faire grandir et le faire connaître. Et je trouve que c'est important de durer dans le temps. D'ailleurs, Mécénat Chirurgie Cardiaque, ça a été fondé en 96, c'est ça ? Oui, 15 ans. Et vous en 95. Donc, évidemment, les deux événements sont presque concomitants, même si vous ne vous traitez pas du tout de la... On ne traite pas du même sujet. Vous vous êtes rencontrés comment alors, tous les deux, Gonzague Saint-Brie, avec Patrice Rouanette ? Alors, je crois qu'on s'est rencontrés par un ami commun, qui est lui-même un type formidable, qui s'appelle Jean-Louis Testu, qui est conseiller municipal de Suresnes. C'est à travers lui qu'on s'est rencontrés. Exactement. Et puis après, j'ai apprécié le travail aussi privé de notre ami qui est là, parce que pour moi, il est 2 choses. D'abord, il a un travail il est chasseur de tête, c'est un excellent chasseur de tête, de très bons conseils. Mais, vous voyez, quand j'ai voulu qu'il vienne à cette émission, je l'ai voulu parce que je trouvais que ce qui fait Mécénat Chirurgie Cardiaque, c'est du pur chrétien sans le dire. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce qu'il fait ça ? Parce que je le connais, mais je ne connais pas ses croyances. Est-ce qu'il fait ça parce qu'il est chrétien ? Alors je lui ai téléphoné, je lui ai dit, je vais t'amener à KTO, mais est-ce que tu fais ça parce que tu es chrétien ? Et là, il m'a raconté ce qu'il va vous dire. Alors, racontez-nous, est-ce que vous faites ça parce que vous êtes chrétien, Patrice Rouanette ? Voilà. D'abord, je suis chrétien. J'ai été élevé en partie par l'Église catholique, à vrai dire. Je n'ai pas beaucoup connu mon père. Ma mère travaillait dans le cirque. Et elle donc le cirque, on imagine qu'elle avait des horaires quand même très particuliers. Des horaires très particuliers. Elle rentrait la nuit, etc. Et puis elle avait un métier qui ne rapportait pas des millions. Et l'Église catholique, on a rencontré, quand j'avais une dizaine d'années, un abbé qui s'appelle Bertrand de Saint-Pierre, qui est le cousin, il faut dire, de l'écrivain Michel de Saint-Pierre. Et ce Bertrand de Saint-Pierre m'a un peu emmené, j'ai fait les scouts avec lui, les vacances, l'été je travaillais dans des fermes, juillet je travaillais, août je faisais les camps, septembre je travaillais dans les fermes, et puis tout courant de l'année, j'allais à l'école, et à ce moment-là il était abbé à Saint-Pierre-de-Neuilly, il était ensuite curé à Chaillot, et il m'a aidé à la fois financièrement, etc. Voilà. Et donc c'est un curé que je vois toujours, puisqu'il a à peu près... J'ai 64 ans, il doit avoir pas loin de 80, mais il est en grande forme, il est à la retraite, et tous les trimestres, je déjeune avec lui. Donc, vous voyez, l'Église catholique, j'y suis proche, mais je dirais que, foi ou pas foi, on peut être engagé dans plein d'associations, de fondations et de combats. Enfin, voilà. C'est quand même particulier, Mécénat Chirurgie Cardiaque, parce que si je ne m'abuse, vous avez fondé ça avec Francine Léca, qui est votre marraine de baptême. Exactement. C'est quand même un lien qui est très joli, qui est souvent très fort. Des fois, ça ne l'est pas, mais là, en l'occurrence, ça l'est. Et vous décidez ensemble, donc elle est médecins, de fonder Mécénat Chirurgie Cardiaque avec 3 bouts de ficelle, vous disiez 3 bouts de chandelle. Faut y croire quand même au départ. Faut y croire. Il faut y croire. D'abord, Francine, elle dirigeait le service de cardiologie infantile de Necker. C'est la première femme chirurgienne pour les enfants. Et quand elle dirigeait le service de cardiologie, elle opérait les enfants français. Et en France, que vous soyez né à Sarcelles ou que vous soyez à Neuilly-sur-Seine, c'est la Sécurité sociale qui prend en charge ces enfants. Et quand elle recevait des courriers d'Afrique, d'Asie, d'Irak, de tout, mon enfant a une malformation cardiaque, est-ce que vous pouvez l'opérer du cœur ? Et puis on a fait venir en France le premier enfant,
Je me souviens, c'était un petit enfant d'Afrique qui est né du Burkina Faso. Et puis ce premier enfant, on l'a fait venir en France. On a trouvé quelqu'un qui nous a aidés, qui nous a donné quelques petits sous. Il s'appelait Jacques Santenac, je m'en souviens. Il s'occupait d'un laboratoire pharmaceutique. Il nous a donné à l'époque 500 000 francs, ce qui était une somme considérable. On a vu arriver le chèque de 500 000 francs et on a fait venir le premier enfant. Et ce premier enfant, on n'avait pas de famille d'accueil parce que ces enfants, ils restent 6 à 8 semaines en France. Et donc j'étais à la famille d'accueil avec Sophie, ma femme, qui est très engagée aussi dans l'association. Et on a accueilli ce premier enfant. Et la chaîne a continué. On s'est dit, tiens, on va faire le deuxième, le troisième, le quatrième. Et on va bientôt fêter, après 15 ans, là, dans 5-6 mois, le 2000e enfant, Pierre du Cœur. C'est magnifique. Et ces enfants, ils viennent de partout. Ils viennent 60%, ils viennent d'Afrique, parce que dans les endroits où il n'y a pas d'infrastructure pour les Pierre du Cœur, ils viennent d'Irak, d'Haïti, Syrie, Asie. Et qu'est-ce qui a fait, Gonzague Saint-Brie, que vous vous êtes investi dans ce débat-là, enfin, dans ce combat-là, pardon? Parce que j'ai trouvé que c'était une œuvre magnifique. C'est ce qu'il y a de plus beau. Il y a deux aspects. D'abord, de recevoir des enfants qui, sinon, qui seraient morts, qui vont être sauvés parce que des Français catholiques vont les chercher, les font venir. Et puis, alors, quand je suis allé dans les réunions organisées par Francine et par M. Rouanette, alors là, quand j'ai vu la réunion des familles d'accueil, ils ont fait une énorme réunion à Paris, quand j'ai vu tous ces gens de toutes les provinces de France on sentait entre eux quelque chose de... C'est fabuleux, c'est une sorte de croisade pour sauver les enfants du monde entier. Et c'est l'honneur de... Je trouve que c'est une des plus belles œuvres, c'est pourquoi je la soutiens. Et votre rôle a été lequel, vous, pour... Moi, je suis toujours là, présent, et je suis un admirateur de cette œuvre. Alors c'est pour en parler dans les médias? Je peux en témoigner, oui. Mais je ne suis pas seul. Il y a Inès de la Fressange, il y a... Catherine Chabot, Inès de la Fressange, Michel Leb. Il y a beaucoup de... Il y a les vedettes des stars. Mais une association, il y a l'acte chirurgical qui est important. Mais l'acte le plus important, c'est les familles d'accueil. Il y a 350 familles d'accueil sur le territoire. Donc je pense que on a recruté beaucoup de familles d'accueil par les réseaux catholiques. Donc on a beaucoup de familles avec des enfants. Par exemple, vous avez 3 enfants. Moi, j'avais mes enfants aujourd'hui 27, 28 ans. Mais quand on a démarré l'association, ils avaient 10 ans. Et quand vous arrivez à un petit enfant du Burkina Faso qui arrive dans votre famille, vous avez des enfants de 8 ans, de 10 ans. C'est le plus grand souvenir. 20 ans après, 30 ans après, vous accueillez cet enfant qui vient du monde, qui arrive à l'aéroport de Paris, qui découvre la Tour Eiffel et Disney, et qu'il va rester pendant 6-8 semaines. Et il arrive essoufflé, parce qu'il arrive très essoufflé. S'il n'est pas opéré, il meurt à 20 ans. Et on le perd du cœur et on le sauve. Et ça, c'est important. Et maintenant, on a fait ce qui est aussi génial, depuis 3-4 ans, avec Francine, on s'est dit, finalement, il y a des familles d'accueil qui se passionnent pour ces enfants, où ils aiment les suivre, savoir ce qu'ils vont faire, comment ils vont grandir, comment ils vont à l'école. Et donc, on a ouvert Madagascar, on a ouvert le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Laos, beaucoup. Et on parraine des enfants. Ça veut dire que la famille d'accueil qui a accueilli cet enfant, qui a été opéré du cœur, elle donne, je ne sais pas, 20-30 euros par mois. Pour les études, voilà, pour aider la famille à vivre. Cet enfant, on ne l'envoie pas aux parents, parce qu'en Afrique, il ne faut pas envoyer aux parents. On envoie une personne à nous dans le pays. Cet argent va à l'école et on suit les notes, etc. Et on suit ces enfants depuis 15 ans. Il y a des enfants qui ont 25 ans, parce que voilà, ils ont 25 ans. Et on suit tous ces enfants et on les accompagne. Gonzague? Et quand j'étais petit, je suis une famille de 7 garçons et une fille. Famille nombreuse, 75% de réduction dans le métro, on avait des cartes. Et c'était déjà organisé, c'était pas du tout la même œuvre, mais tu sais, on nous demandait, voulez-vous être parrain? On avait 12 ans, parrain d'un enfant d'Afrique. Et moi, j'étais parrain d'un enfant d'Afrique. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose, ce parrainage, c'est une très belle œuvre. Et il y a aussi une autre œuvre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Filleuls du bout de la rue. On peut adopter un enfant dont on devient l'ami, le parrain. Ce n'est pas une adoption juridique, c'est une adoption affectueuse. Et c'est une très belle œuvre aussi. Et donc je pense que toutes ces œuvres, vous voyez, qui créent du lien social, entre guillemets, entre les êtres, sont magnifiques. Parce que qu'est-ce qu'elles font, ces œuvres? Elles montrent à quel point sont bons les gens qui les font, les gens qui y participent. Et on peut avoir beaucoup d'espoir en France, parce que
il y a tellement de gens bien, il y a tellement de gens formidables, vous voyez. Tout à l'heure, vous nous disiez que les deux valeurs auxquelles vous teniez, c'était la bonté et la compassion. Voilà. On a développé un peu sur la bonté, pas trop sur la compassion finalement, mais ça rejoint totalement ce que vous faites, et particulièrement vous, Patrice Rouanette. Sauver un enfant, c'est un peu sauver l'humanité, je dis souvent. Sauver un enfant, c'est un peu sauver l'humanité. Finalement, on ne peut pas sauver tous les enfants du monde. Mais bon, on se dit finalement, on a sauvé 2000 enfants. Alors je dis souvent avec Francine, on va vieillir, on vieillit. Avec Gonzague, on avance. Mais je dis, on vieillit bien parce qu'en permanence, avec Francine, on a des jeunesses successives, on a des événements, plein de choses qui se passent, qui font qu'on ne voit pas le temps passer et on ne se voit pas vieillir. Donc, alors, voilà. Vous voyez, ça aussi, c'est l'amour en général. C'est-à-dire, ne mettez pas tout, n'attendez pas tout de l'amour que vous avez pour la personne que vous aimez. Elle peut vous donner beaucoup, mais il y a encore plus. Et donner aveuglément à des gens que vous ne connaissez pas, et vous verrez comme l'amour, en général aussi, va jouer son rôle. La compassion, la sympathie, vous savez d'où vient le mot sympathie? C'est grec, sympathos, souffrir avec. Ah, mais c'est comme compassion, cum patirer, c'est aussi ça, souffrir avec, donc c'est la même chose. D'accord. Vous m'épatez là. Hein. Ça y est, il aura fallu 45 minutes pour que j'ai pas de Gonzague Saint-Brice. C'est du travail. Hein. C'est un boulot, non mais vous vous rendez pas compte, hein. Non, c'est terrible. Je me disais, vous nous avez dit que la devise de votre famille, Gonzague, c'est jamais sans cœur. Non, c'est-à-dire qu'en fait, pour dire la vérité, et ça je le dois à mon père. Comment ça, nous n'avons pas eu la vérité en début d'émission? Si, vous avez eu la vérité. Mais la devise des Saint-Brice, c'est Dieu avant tout. Et mon père, qui était un homme d'une grande bonté et d'une véritable grandeur dans son humilité, il a dit non, Dieu avant tout, c'est bien, mais la vraie devise de notre famille, il l'interprétait, c'est rien sans amour. Ah, rien sans amour. Ah, j'avais retenu rien sans cœur. Vous voyez, je faisais un lien naturel entre mécénat chirurgie cardiaque qui opère du cœur et finalement la devise d'amour de votre papa qui dit la même chose, hein, non? Ah ouais, tout Dieu à fait. avant tout et rien sans amour, c'est pas la même chose? C'est la même chose. C'est la même chose. Je voudrais maintenant que tous les deux, vous vous posiez chacun à l'autre une question que vous n'avez jamais osé vous poser. Donc, c'est-à-dire que Patrice Rouanette, vous posez à Gonzague Saint-Brice une question que voilà, vous n'avez peut-être pas eu le temps, pris dans toutes les affaires, pris dans ce que vous faites pour mécénat chirurgie cardiaque, pris peut-être par les auteurs de La Forêt des livres. Vous lui posez une question à laquelle il ne s'attend pas parce que ce n'était pas prévu ça. Et que vous, Gonzague, vous fassiez la même chose pour Patrice Rouanette. Lequel des deux veut commencer? Alors moi, je veux bien commencer. Allez-y, Gonzague. Et je voudrais te demander, Patrice, pourquoi tu es aussi formidable? C'est simple. Premièrement, et je voudrais aussi te donner une partie de la réponse, c'est parce que tu as une femme formidable. Et de vous voir travailler tous les deux avec les familles d'accueil, ça m'a... Alors pourquoi tu es si formidable? Parce qu'il y a un truc important, c'est que tu pourrais être égoïste, tu es chasseur de tête, tu rencontres les gens les plus intéressants. Tu fais des sports, il adore la mer, il fait du bateau et tout. Donc ta vie pourrait être remplie. Vous fréquentez l'élite alors Mais pourquoi tu es si formidable? Oui, je fais des courses de bateau. J'ai traversé plusieurs fois l'Atlantique. Ah oui. Traversé en trimaran, j'ai fait la Transat anglaise, j'ai fait le tour du monde et tout. J'ai beaucoup navigué. On est un passionné, on a une famille maritime, à vrai dire. Rouanette, c'est un nom de Charleville-Mézières, mais je suis une famille maritime. Et mon fief, c'est la Bretagne Sud, voilà. Et je navigue beaucoup avec une marraine, il faut dire, de l'association, qui s'appelle Catherine Chabot, que vous connaissez tous, qui est une fille aussi fantastique. On l'a reçue ici dans cette émission, alors elle est géniale. Hein. Elle est absolument Catherine Chabot, géniale. elle est d'une simplicité. Et... Voilà. Mais tu ne réponds pas à la question. Voilà, on a navigué en famille ensemble, une semaine en Bretagne, avec nos enfants, etc. Et pourquoi on est formidable? Mais je ne pense pas qu'on est formidable. Je pense que... Pourquoi tu fais ça? J'ai la chance d'avoir, d'être en bonne santé, d'avoir une femme en bonne santé, d'avoir les enfants en bonne santé, d'avoir tout qui va bien, correctement. Je n'ai pas eu d'héritage, donc je ne peux pas dire que je vis de mes rentes. Hein. Je travaille, j'ai deux métiers, moi finalement, un métier de bénévole et un métier d'entrepreneur. Et je pense que si tous les gens avaient passé un peu de temps, si vous préférez, au lieu d'envoyer des chèques
faire des dons, c'est bien, hein, c'est important pour les associations, mais je trouve que c'est un peu court. Et je pense que si tout le monde s'engageait, si tous les gens qui avaient du temps, un peu de l'énergie, un peu de la chance de réussir, qui finalement, ces gens-là, qui sont en bonne forme, qui ont un petit peu d'argent, etc., s'engageaient pour les autres, bah, ça serait, je dirais, formidable. Et moi, je trouve que je ne suis pas formidable, ma famille n'est pas formidable, mais Sophie, Francine, nos bénévoles, toutes nos équipes, c'est eux qui sont formidables parce que sans eux, on n'aurait pas d'association. Mais est-ce que si Francine Léca n'était pas venue vous chercher, vous vous seriez lancé finalement, vous vous seriez engagé, on a bien compris que l'engagement était important pour vous, est-ce que vous vous seriez engagé, que ce soit dans ça ou dans autre chose? Ou est-ce qu'il a fallu un peu que la marraine, là, vous botte un peu les fesses en vous disant, allez, je regarde tous les deux, toi tu as le savoir-faire, moi j'ai le savoir technique J'étais déjà engagé dans plein d'autres choses. J'étais déjà engagé dans plein d'autres choses, et en dehors du mécénat, avec Sophie... on aide la terre entière. Les personnes viennent nous voir à la maison, et les divorces, les prisons, les enfants qui réussissent pas. Tout le monde vient nous demander conseil et on passe un temps fou à aider les autres. Voilà. C'est vrai que c'est très dangereux ce que vous faites de dire ça à la télé. Parce que moi, derrière, je vais avoir des demandes, des courriers que je serai obligée de vous transmettre. Je vais monter un bureau, mais ça se terminera peut-être comme ça. Quand je serai à la maison de retraite, dans une petite charrette roulante, je recevrai et je donnerai des conseils. Voilà. Il faut être sadhu. Vous savez, en Inde, il y a les sadhus. Alors les sadhus, ils s'assoient comme ça, et puis on leur apporte... Ah, c'est ceux qui ne bougent pas? Oui, un peu de poulet, un peu... Et en échange, ils donnent des conseils. Je trouve ça très beau. Un côté sage, en fait. Exactement. Et alors, votre question, interdit de poser la même, hein. Patrice Rouanette à Gonzague-Saint-Brie. Qu'est-ce que je pourrais me demander à Gonzague-Saint-Brie? Il faut dire Saint-Brice, hein. Moi je dis Saint-Brice, c'est Saint-Brice, il faut dire le S. Il faut dire Saint-Brice. Vous avez dit Saint-Brie? Oui, depuis le début de l'émission, je me dis qu'il va finir par J'ai entendu tout à l'heure. J'entendais Saint-Brie. Il faut dire Gonzague, Saint-Brice. Voilà. Saint-Brice. Alors, la question de Patrice Rouanette pour Gonzague-Saint-Brice. Et alors, Gonzague, comment on devient un conteur merveilleux? Comment on écrit? Comment on devient un conteur fantastique tous les jours? Comment on pense tous les jours? J'ai été à des conférences. Et alors, moi, je suis subjugué quand il raconte des histoires. Et je rêverais de pouvoir raconter des histoires comme lui, surtout qu'il a une super mémoire et une culture générale absolument fantastique. Et c'est bien d'avoir la culture, mais en même temps, il faut être un bon conteur. Et comment on devient un conteur? Alors, enfance de l'art, Gonzague-Saint-Brice, c'est vrai, ça c'est une vraie bonne question. Comment on devient Gonzague-Saint-Brice? En plus, vous êtes plus ou moins autodidacte, vous? Je suis tout à fait autodidacte. Comme moi, bac-5. Il faut lire... Il faut lire passionnément. En fait, je vais vous dire deux choses. Il faut dire à ses enfants de ne lire des romans que jusqu'à 20 ans. Et après, ne lire que des biographies. Pourquoi faut-il lire des biographies? Parce qu'on ne grandit qu'en admirant plus grand que soi. L'admiration est la plus libre des universités. Et puis, il faut aimer la vie. Alors, par exemple, Wagner dit une phrase formidable. La gaieté est le secret des vaillants. Et bien c'est ça, la gaieté est le secret des vaillants. Alors une histoire que je vais vous raconter pour terminer, c'est très court, c'est le mystère de la fresque de la Seine de Léonard de Vinci. Quel est le secret de ce chef-d'œuvre? Il y a un homme qui s'appelle Ludovic Sforza, qui est un nouveau riche, qui est duc de Milan, qui a épousé une femme qu'il veut épater, Isabelle d'Este. Et alors, il réunit ses conseillers. Comment je peux faire pour épater ma femme? Bon, on lui dit, il y a un truc formidable, mais alors ça coûte vraiment une fortune. C'est un type qui s'appelle Léonard de Vinci. Ah oui. Alors, il fait venir Léonard. Il l'amène dans le couvent de Sainte-Marie-des-Grâces à Milan. Il lui montre le fond du réfectoire, le mur blanc. Et il lui dit, combien tu veux pour peindre ici le dernier souper, la scène, le Christ, les apôtres, traîtres compris? Léonard dit une somme énorme. Le duc lui dit, ok, mais tu dois finir dans 4 mois. Est-ce que tu t'engages à finir? Oui, dit Léonard. Le lendemain, Léonard revient dans le réfectoire, regarde le mur. Le surlendemain, il revient. On voit dans ses yeux qu'il prend les mesures de la fresque. Le jour d'après, il ne vient pas. 1 mois, 2 mois, il ne vient pas. 3 mois, 4 mois, 5 mois, il ne vient pas. Il est convoqué par le duc. Il dit, tu te fous de ma gueule? Tu avais promis de terminer. Ah, attendez, Majesté, il faut d'abord que je trouve un type assez beau pour faire le Christ. Et au bout de 15 jours, Léonard revient, j'ai trouvé le type assez beau pour faire le Christ. 1 mois passe, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, rien, c'est pas fini. Le duc le fait venir, alors,
Ah, Majesté, il me reste le plus dur à faire. Il faut que je trouve un type qui a une sale gueule pour faire Judas. Et croyez-moi, je vais dans les bas-fonds de la ville, dans les bordels du Borgo. Et à un moment, Léonard, à 4 h du matin, dans un endroit épouvantable, tombe sur le casting d'enfer. Un homme qui a l'œil torf, l'air mauvais, la bouche de travers. Il lui dit, toi, est-ce que tu veux poser pour moi ? L'homme le reconnaît, il dit, mais t'es Léonard, mais qu'est-ce que tu fous dans un endroit pareil, à une telle heure ? Ça dépend, qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi ? Ça dépend. Et là, Léonard lui dit la vérité, je voudrais que tu poses pour Judas, mais je te donnerai de l'argent. Réaction de l'homme. Non, il met la main sur son cœur, il recule. Tu ne peux pas me demander à moi de faire Judas. Pourquoi, lui dit Léonard, pourquoi je ne peux pas te le demander ? Réponse de l'homme. Parce que c'est à moi, à qui, il y a 2 ans, tu as demandé de poser pour le Christ. C'est une magnifique... Voilà, il raconte bien. Il raconte bien. Oh là là, on boit cette parole. Et maintenant, une page de publicité pour mécénat chirurgie cardiaque. Non, mais c'est vrai que vous racontez bien. Et puis, je ne connaissais pas l'anecdote. Il a fini par la faire, cette fresque, quand même, Léonard de Vinci. Mais alors, dites donc, le duc a eu de la patience, on va dire. Alors, pour terminer cette émission, messieurs, je vous propose de passer sur le grill du questionnaire inattendu. Oh, j'ai dû oublier de vous prévenir de cette petite histoire tous les deux. C'est pas grave. Vous allez faire comme vous pouvez. Je vois que vous répondez parfaitement aux questions. Donc, ce sont des questions qui partent dans tous les sens et je vous demanderai à chacun d'y répondre, chacun à votre tour. Vous êtes prêts ? Tout à fait. C'est l'heure du questionnaire inattendu. Patrice Rouanette, quelle est l'odeur de votre enfance ? Quelle est l'odeur de votre enfance ? Préparez-vous, Gonzague, c'est la même question pour vous. L'odeur du pain. Ah, tout de suite. Tout de suite. C'est l'odeur qui remonte. Pourquoi le pain ? On voit le pain. Parce que c'est le travail manuel, parce que c'est un travail difficile et qui nourrit à la fois tout le monde, qui est la nourriture quotidienne à la fois des enfants, à la fois... Voilà, il faudrait plus de pain dans ces pays comme l'Afrique, comme l'Asie, etc. En tout cas, c'est l'odeur de votre enfance. C'est l'odeur de mon enfance. Au-delà de l'intellectualisation que vous en faites aujourd'hui. Gonzague, Fabrice. Le parfum de mon enfance, c'est la mer à Brighton, en Angleterre. Mon père était un jeune diplomate à Londres et j'étais un enfant très méchant et très violent, avec mon frère aîné qui était le préféré de mes parents. Donc un jour, mon père m'emmène dans la frégate familiale, voiture Renault, et nous arrivons en front de mer à Brighton. Et il m'installe là, il y a une dame qui me reçoit, une bonne sœur avec ses cornettes, et elle m'installe dans le dortoir de ce manoir gris en face de la mer, qui en fait appartenait à l'ambassade de France, mais était quand même un asile de vieillards. Donc à 5 ans, je me suis retrouvé au milieu des vieillards. Et finalement, ça m'a apporté beaucoup. Ça peut rappeler un peu la phrase de Maxime Gorky, dans mon enfance, je n'ai pas eu d'enfance. Mais ça m'a appris à commencer par être vieux. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à rajeunir. Je m'attendais plus à une odeur de sous-bois, moi, vous voyez, mais l'anecdote est intéressante. Deuxième question, Patrice Rouanette, avec qui aimeriez-vous rester coincé 3 heures dans un ascenseur ? Je vais vous laisser le temps de réfléchir, c'est Gonzague qui va répondre de premier. C'est pas sympa de vous poser toujours à vous. Écoutez, avec vous, allons bon. Parce qu'ici, il n'y a pas d'ascenseur. Nous sommes au rez-de-chaussée, donc j'aimerais beaucoup rester coincé avec vous. Non, tout à l'heure, on a dit qu'il fallait lire des biographies, parce que comment vous avez dit ça très très bien, parce qu'il faut s'imprégner Non, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer les gens de son présent. D'accord. Vous savez, c'est très important. Justement, il ne faut pas rater la Joconde de son présent ou le Léonard de Vinci de son présent. C'est là où le métier de journaliste est extraordinaire, parce qu'on vous invite... On vous met dans les conditions de rester coincé dans un ascenseur avec les gens les plus intelligents, les plus valeureux, les plus inattendus. Et c'est formidable de les écouter parler. Ouais, ce métier qu'on partage tous les deux. Et vous, alors, bon, je sais qu'il n'y a pas d'ascenseur ici, mais on va faire tout comme. Voilà, avec qui vous aimeriez rester coincé pour pouvoir discuter tranquillement ? Pour pouvoir discuter tranquillement, moi, parce que je m'occupe de mes séances de chirurgie cardiaque, et rester coincé dans un ascenseur avec une famille d'accueil. Je connais une famille d'accueil qui a accueilli 15 enfants du message chirurgie cardiaque depuis qu'on l'a créé.
et qui est une femme fantastique, qui a des histoires à nous conter absolument extraordinaires, qui a appris un coup le moldave, un coup l'espagnol, parce qu'on parle en anglais, on parle portugais, un coup le laotien, etc. Et elle a vécu 15 enfants accueillis, et a donc envoyé tous ces enfants guéris dans ces pays. Et elle peut raconter des histoires. Il faut dire, je rêve de faire un livre, c'est Gonzague qui le fera, il faut dire. Je rêve de faire un livre sur les familles d'accueil, sur leur histoire. Voilà, Mais c'est formidable. C'est des véritables contes. Ce que tu dis, c'est extraordinaire, parce qu'on mesure en t'écoutant qu'en fait, si on est une famille d'accueil, on apprend le monde à la maison. Et Exactement. aussi pour ses autres enfants, c'est extraordinaire, pour ses enfants à soi. Peut-être qu'un jour, Gonzague, vous ferez un livre sur ces héros du quotidien. Hein, c'est un peu ces familles d'accueil. C'est des héros du quotidien. Et non plus sur des figures extrêmement connues. Mais les figures connues sont des héros du quotidien. C'est ça qu'il faut... Vous voyez, ce qui est intéressant dans les biographies, c'est de voir le déroulé des vies. Et que ça soit Gandhi, que ça soit Churchill. Tout d'un coup, ça devient formidable pour eux. Puis, ils tombent dans une dépression épouvantable, ils s'en sortiront jamais. Puis ça repart. Une vie, c'est un résultat. Ça commence, ça descend, ça remonte, ça retombe. Résultat, Churchill. Résultat, Gandhi. Vous voyez, donc c'est pourquoi il faut les lire. Pourquoi il faut pas lire des biographies pour être écrasé par des gens qui sont soi-disant supérieurs à vous. Non, il faut lire des biographies pour comprendre comment ils sont comme vous et comment les soucis que vous avez, ils les ont eus et comment vous allez vous les surmonter. C'est ça la leçon de la biographie. Là, cette année, il y a donc un Rosa Bonheur qui est sorti, un Victor Hugo. Là, on s'apprête à lire votre Louis XIV. Vous avez déjà une idée, Gonzague Saint-Brice, de la prochaine personnalité que vous mettrez en avant pour une biographie? C'est déjà clair, mûr? Oui, mais je ne peux pas le dire ici. Ah, alors un indice, juste un indice. Non. Un petit indice. Un indice dur, c'est pas grave, mais que ça nous donne Prénom Donatien. Donatien. Prénom Donatien. Donatien, c'est un indice, ça? Ouais, oh là là, c'est un indice. Ça va carburer. Mais je ne peux pas aller plus loin. D'accord. Ça dit le prénom est. Parce que l'éditeur va pas être content. Donc, en tout cas, merci de nous avoir rejoints tous les deux. Mécénat Chirurgie Cardiaque, vous avez un site internet qui est très bien fait. Je me permets de le dire aux téléspectateurs, parce que si vous voulez devenir notamment famille d'accueil ou faire un don, il n'a pas dit qu'il ne fallait pas faire de don, il a dit que c'était déjà bien de faire un don. C'est vrai que le site internet est franchement très bien fait. Donc, on trouve toutes les informations pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. On vous souhaite longue vie, à vous, Francine Léca, et à tous ceux qui vous entourent. À vous, bien sûr. Alors, la Forêt des Livres, c'est très simple. C'est moi qui vous dis, vous êtes tous invités gratuitement, ouvert à tous. Dernier week-end d'août. La Forêt des Livres, et je vous donne la date. C'est dans un petit village d'Indre-et-Loire, Chanceau-Préloche, au pays de Balzac, de Ronsard, de Vigny, de Rabelais. Et donc, c'est le dimanche 25 août 2013. Donc ça, c'est la prochaine édition. C'est traditionnellement 25 toujours le août 2013. dernier week-end d'août. Voilà. On vous remercie, messieurs. On va vous laisser repartir vers vos vies respectives, pleines d'amour, chacun à votre manière. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation à tous les deux. Merci de nous avoir accueillis. Gonzague Saint-Brice, merci beaucoup.